deux porte-avions américains dans le golfe Persique. Le USS Gerald R. Ford, le plus grand et le plus récent navire de guerre de la planète, quitte précipitamment les Caraïbes et met le cap sur l'Iran, un voyage d'une semaine qui transforme complètement l'équation militaire au Moyen-Orient. Avant de commencer, je vous demande de laisser un like sous cette vidéo. Les algorithmes vont ainsi la promouvoir auprès d'une audience plus large. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un commentaire sur ce que vous en pensez. Et pendant ce temps, Téhéran répète sa menace la plus redoutée: fermer le détroit d'Ormuz et étrangler l'économie mondiale. Nous sommes à quelques jours, peut-être quelques heures, d'une confrontation qui pourrait embraser toute la région. Laissez-moi vous expliquer exactement ce qui se passe et pourquoi cette escalade militaire est à la fois inévitable et terrifiante. L'information vient de tomber il y a quelques heures via Reuters. Deux officiels américains, s'exprimant sous couvert d'anonymat, ont confirmé que le Pentagone a ordonné le déplacement du porte-avions Gerald R. Ford depuis les Caraïbes vers le Moyen-Orient. Ce n'est pas une rotation normale. C'est une réponse d'urgence à une crise qui échappe rapidement à tout contrôle. Le Ford rejoindra le USS Abraham Lincoln, qui se trouve déjà déployé dans la région depuis plusieurs semaines, accompagné de destroyers lance-missiles, d'avions de chasse et d'appareils de surveillance. Comprenons bien ce que cela signifie. Les États-Unis ne possèdent que 11 porte-avions dans leur arsenal militaire total. 11. Ce sont des ressources extrêmement rares et précieuses. Leurs déploiements sont planifiés des mois, voire des années à l'avance. Déplacer un porte-avions n'est pas une décision prise à la légère. C'est un message géopolitique massif. Et ce message est clair. Washington se prépare à la guerre. Le Gerald R. Ford n'est pas n'importe quel navire. C'est le fleuron de la marine américaine, inauguré en 2017 après des années de développement et 13 milliards de dollars d'investissement. Oui, vous avez bien entendu. 13 milliards de dollars pour un seul navire. C'est le premier de la nouvelle classe Ford, conçu pour remplacer les anciens porte-avions de classe Nimitz. Il embarque plus de 75 appareils militaires, incluant des chasseurs F-18 Super Hornet, des U-2 Hawkeye, qui servent de système d'alerte précoce, des hélicoptères de combat. Il possède un réacteur nucléaire qui lui permet de naviguer pratiquement indéfiniment sans ravitaillement. Ses radars avancés peuvent traquer simultanément des centaines de cibles aériennes et maritimes. C'est une ville flottante de 4500 marins et une plateforme de projection de puissance capable de détruire n'importe quel pays de taille moyenne en quelques jours. Et maintenant, ce monstre de guerre se dirige vers le golfe Persique pour rejoindre l'Abraham Lincoln, deux groupes aéronavals américains concentrés dans la même région. La dernière fois que nous avons vu une telle concentration, c'était en juin 2025, lors des frappes américaines contre les installations nucléaires iraniennes. Cette opération, nom de code Midnight Hammer, a vu des bombardiers furtifs B-2 larguer 14 bombes anti-bunker GBU-57 sur les sites de Fordow, Natanz et Isfahan, tandis que plus de 30 missiles de croisière Tomahawk étaient lancés depuis des sous-marins nucléaires. Trump avait déclaré à l'époque que le programme nucléaire iranien était détruit. Sauf que voilà, 8 mois plus tard, l'Iran continue d'enrichir de l'uranium, il a même récupéré des bombes américaines non explosées pour en étudier la technologie, et les négociations entre Washington et Téhéran sont dans une impasse totale. Donc, nous y revoilà, un nouveau cycle d'escalade qui pourrait conduire à une guerre encore plus dévastatrice que la première frappe. Mais pourquoi exactement Trump envoie-t-il un deuxième porte-avions maintenant? La réponse se trouve dans la géographie et dans la géologie de l'Iran. Parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, bombarder l'Iran n'est pas aussi simple que de larguer des bombes depuis un avion. L'Iran est un pays montagneux massif. Ses installations nucléaires les plus importantes sont enfouies profondément sous terre, protégées par des dizaines de mètres de roches et de béton armé, cachées dans des complexes souterrains creusés dans les montagnes du Zagros et de l'Alborz. Pour atteindre ces cibles, vous ne pouvez pas utiliser des missiles de croisière tirés depuis des navires ou des sous-marins. Les Tomahawk sont excellents contre des cibles de surface, mais ils ne peuvent pas pénétrer assez profondément dans le sol pour détruire des bunkers fortifiés. Vous avez besoin de bombardiers lourds capables de larguer des bombes anti-bunker massives comme la GBU-57 Massive Ordnance Penetrator qui pèse 13 tonnes et demie et peut pénétrer 60 mètres dans le sol avant de détonner. Mais ces bombardiers, principalement des B-2 Spirit, ont besoin de protection. Ils doivent voler depuis des bases éloignées, traverser des milliers de kilomètres de territoire potentiellement hostile,
pénétrer l'espace aérien iranien qui est défendu par des systèmes de missiles solaires russes sophistiqués, larguer leurs bombes avec précision et retourner en sécurité. C'est une mission incroyablement complexe et dangereuse. C'est là que les porte-avions entrent en jeu. Les chasseurs F-18 Super Hornet décollant du Ford et de l'Abraham Lincoln peuvent escorter les bombardiers, supprimer les défenses anti-aériennes iraniennes, établir une supériorité aérienne au-dessus des zones cibles. Les avions E-2 Hawkeye fournissent une surveillance radar en temps réel pour détecter les menaces. Les destroyers lance-missiles Aegis peuvent intercepter les missiles balistiques iraniens qui seraient tirés en représailles. Les sous-marins d'attaque nucléaire qui accompagnent les groupes aéronavals peuvent lancer des frappes de missiles de croisière contre des cibles côtières. En d'autres termes, avoir 2 porte-avions dans le golfe Persique donne à Trump les outils nécessaires pour mener une campagne aérienne soutenue contre l'Iran. Pas juste une frappe chirurgicale de quelques heures comme en juin dernier, mais potentiellement des semaines de bombardements massifs destinés à écraser complètement la capacité de l'Iran à résister. Mais voici le problème, l'Iran le sait aussi. Téhéran comprend parfaitement ce que signifie l'arrivée d'un 2e porte-avions. Et la réponse iranienne a été immédiate et terrifiante. Le général de brigade Yahya Rahim Safavi, ancien commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, a déclaré il y a quelques heures « Si une guerre éclate dans la région, la sécurité énergétique sera menacée, le détroit d'Ormuz sera fermé. » Vous avez bien entendu, le détroit d'Ormuz sera fermé, ce n'est pas une menace en l'air, c'est une promesse que l'Iran répète depuis des décennies et qu'elle a les moyens de tenir, au moins temporairement, et les conséquences seraient absolument catastrophiques pour l'économie mondiale. Laissez-moi vous expliquer pourquoi le détroit d'Ormuz est si important. C'est un passage maritime étroit, environ 30 000 nautiques à son point le plus resserré, qui connecte le golfe Persique au golfe d'Oman et de là à l'océan Indien et au reste du monde. Environ 20 millions de barils de pétrole brut et de produits pétroliers transitent par ce détroit chaque jour. 20 millions. Cela représente environ 20% de la consommation mondiale de pétrole et 27% du commerce maritime mondial de pétrole. Plus de 80% de ce pétrole va vers l'Asie. La Chine importe environ 5 millions de barils par jour via Hormuz. Le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, tous dépendent massivement de ce flux. Même l'Europe reçoit du pétrole passant par Hormuz. Si ce détroit se ferme, même partiellement, même temporairement, les prix du pétrole exploseraient instantanément. Nous parlons de 150-200 $ le baril, peut-être plus. L'inflation mondiale s'envolerait, le transport deviendrait prohibitif. Les industries dépendantes du pétrole s'effondreraient, une récession économique globale serait pratiquement garantie. Et l'Iran a les moyens de fermer ce détroit. Pas définitivement, pas indéfiniment, mais suffisamment longtemps pour causer un chaos économique massif. Comment? Plusieurs méthodes. Premièrement, les mines marines. L'Iran possède des milliers de mines navales de différents types. Il pourrait les déployer à travers le détroit en quelques heures. Les experts maritimes estiment que miner efficacement le détroit ne prendrait qu'une nuit à l'Iran. Ces mines rendraient la navigation commerciale extrêmement dangereuse. Déminer prendrait des semaines, voire des mois, même avec l'intervention de flottes de déminage occidentales. Deuxièmement, les missiles antinavires. L'Iran possède une variété de missiles de croisière antinavires, incluant le Noor d'origine chinoise, le Qadir développé localement, et d'autres systèmes avancés. Ces missiles sont déployés sur la côte iranienne et sur les îles stratégiques qu'occupe l'Iran dans le détroit. Ils peuvent cibler les pétroliers géants qui traversent lentement le passage étroit. Un seul missile frappant un Very Large Crude Carrier chargé de 2 millions de barils de pétrole brut créerait une catastrophe environnementale et maritime qui bloquerait le trafic pendant des jours. Troisièmement, les vedettes rapides d'attaque. Le corps des gardiens de la Révolution dispose de centaines de petits bateaux rapides armés de roquettes et de missiles. Leur tactique de swarming, essaimage en français, consiste à attaquer en essaim coordonné, submergeant les défenses d'un navire de guerre ou d'un pétrolier par le nombre. Ces petites embarcations sont difficiles à détecter et à cibler. Elles peuvent harceler et potentiellement couler des navires commerciaux. Quatrièmement, les sous-marins et les torpilles. L'Iran possède plusieurs sous-marins diesel électriques de classe Kilo achetés à la Russie, ainsi que des mini-sous-marins construits localement. Dans les eaux peu profondes du golfe Persique et du détroit d'Ormuz, ces petits sous-marins sont difficiles à détecter et peuvent poser une menace sérieuse aux navires de surface. Bien sûr, l'armée américaine affirme qu'elle peut rouvrir le détroit si l'Iran le ferme. Le général Martin Dempsey,
ancien président du comité des chefs d'état-major interarmées, a déclaré en 2012 que cela nécessiterait une action militaire incluant des dragueurs de mines, des escortes de navires de guerre et potentiellement des frappes aériennes. Leon Panetta, alors secrétaire à la Défense, avait dit que les États-Unis ne toléreraient pas que l'Iran ferme le détroit. Mais rouvrir le détroit par la force serait une opération militaire massive et risquée. Il faudrait neutraliser toutes les défenses côtières iraniennes, détruire les batteries de missiles, déminer les eaux, établir une présence navale permanente pour escorter chaque pétrolier. Cela prendrait du temps. Et pendant ce temps, le prix du pétrole atteindrait des sommets historiques, l'économie mondiale plongerait et des millions de gens souffriraient. Voilà pourquoi la menace iranienne de fermer Hormuz n'est pas à prendre à la légère. Même si Washington pouvait techniquement rouvrir le détroit en quelques semaines, les dégâts économiques de ces quelques semaines seraient colossaux. L'Agence internationale de l'énergie estime que la capacité de production mondiale excédentaire est d'environ 4 millions de barils par jour. Cela pourrait atténuer partiellement une perturbation, mais ne compenserait pas complètement la perte de 20 millions de barils transitant par Hormuz. Et ce n'est pas tout. Si l'Iran ferme le détroit, elle ne se limitera pas à cela. Téhéran activerait tous ses alliés et proxys régionaux. Le Hezbollah au Liban lancerait probablement des milliers de roquettes contre Israël. Les milices chiites en Irak attaqueraient les bases américaines. Les Houthis au Yémen intensifieraient leurs attaques contre l'Arabie saoudite et contre le trafic maritime en mer Rouge. Toute la région s'embraserait simultanément. Les alliés arabes du Golfe, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn, le Koweït, tous seraient dans la ligne de mire des missiles iraniens. Leurs installations pétrolières, leurs raffineries, leurs ports, leurs centrales électriques, tout serait ciblé. Ces pays ont déjà fait pression sur Trump pour qu'il évite une guerre totale avec l'Iran précisément parce qu'ils savent qu'ils seraient les premières victimes collatérales. Donc nous voici dans une situation de poudrière absolue. Trump envoie un deuxième porte-avions pour avoir les moyens militaires de frapper massivement l'Iran. L'Iran répond en menaçant de fermer le détroit d'Ormuz et de déclencher un chaos régional. Les deux parties s'enfoncent dans une spirale d'escalade dont il sera très difficile de sortir sans conflit. Trump a dit jeudi dernier, et je cite, « Nous devons faire un accord, sinon cela va être très traumatisant, très traumatisant. » Traumatisant, c'est le mot qu'il a utilisé. Il a suggéré qu'un accord avec l'Iran pourrait être trouvé dans le mois à venir. Mais comment croire à cette possibilité quand simultanément, il envoie un deuxième groupe aéronaval vers le Golfe? Les négociations entre Washington et Téhéran se déroulent à Mascate, capitale d'Oman, sous médiation omanaise. L'envoyé spécial de Trump, Steve Witkoff, rencontre indirectement le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Ils ne se parlent même pas directement. Les messages passent par les médiateurs, c'est dire le niveau de méfiance. Washington exige que l'Iran arrête complètement l'enrichissement d'uranium. L'Iran refuse catégoriquement, disant que c'est son droit souverain et qu'il ne renoncera jamais, même en cas de guerre. Mohammad Eslami, le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, a proposé un compromis, réduire le niveau d'enrichissement de 60% actuellement à un niveau plus bas si les États-Unis lèvent toutes les sanctions. Mais Trump veut un arrêt total, pas une simple réduction. Donc les positions sont inconciliables, et pendant que ces discussions stériles se poursuivent, les préparatifs militaires s'intensifient des deux côtés. C'est exactement le schéma classique qui précède les guerres. Tout le monde parle de paix pendant qu'ils se préparent au conflit. Le Ford a essentiellement été en mer depuis juin 2025. Il était censé opérer en Europe avant d'être brusquement redirigé vers les Caraïbes en novembre pour participer aux opérations au Venezuela. Maintenant, il est encore redirigé vers le Moyen-Orient. Les déploiements de porte-avions durent normalement 9 mois, mais il n'est pas rare qu'ils soient prolongés pendant les périodes d'activité militaire accrue. Des officiels de la marine ont averti depuis longtemps que ces déploiements longs nuisent au moral des équipages. Imaginez être un marin à bord du Ford. Vous êtes loin de votre famille depuis 8 mois, vous pensiez peut-être rentrer bientôt, et soudain, on vous annonce que vous partez pour une zone de guerre potentielle au Moyen-Orient pour une durée indéterminée. Les officiels ont révélé que l'administration avait envisagé d'envoyer un autre porte-avions, le USS George H.W. Bush, mais il est en cours de certification et ne pourrait pas atteindre le Moyen-Orient avant plus d'1 mois. Donc le Ford était le seul choix disponible pour un déploiement rapide.
Ce qui est intéressant, c'est que le commandement sud-américain, qui supervise les opérations militaires dans l'hémisphère occidental incluant les Caraïbes, a déclaré que le départ du Ford ne diminuera pas les capacités américaines dans la région. Un porte-parole a dit « Bien que la posture des forces évolue, notre capacité opérationnelle ne change pas ». C'est une façon élégante de dire qu'ils ont d'autres moyens de maintenir une présence militaire dans les Caraïbes, probablement des destroyers, des sous-marins, des avions basés à terre. Mais soyons honnêtes, retirer le porte-avions le plus puissant du monde des Caraïbes pour l'envoyer au Moyen-Orient est un signal clair sur les priorités de Trump. Il parie que Cuba, même sans pétrole et au bord de l'effondrement, ne nécessite pas actuellement une présence de porte-avions. La vraie menace, la vraie priorité, c'est l'Iran, et cette décision révèle quelque chose de fondamental sur la stratégie de Trump. Il est prêt à concentrer une puissance de feu massive dans une seule région pour obtenir ce qu'il veut. 2 groupes aéronavals représentent une capacité de frappe énorme, plus de 150 avions de combat embarqués, des dizaines de missiles de croisière Tomahawk, des destroyers équipés de missiles intercepteurs, des sous-marins nucléaires d'attaque, une puissance de feu conventionnelle capable de détruire l'infrastructure militaire iranienne en quelques jours. Mais voici le paradoxe. Posséder cette puissance de feu ne garantit pas le succès. L'Iran n'est pas l'Irak de 2003. Ce n'est pas un pays affaibli par des décennies de sanctions et de guerres. L'Iran possède une armée substantielle, des systèmes de défense aérienne russes et chinois, des milliers de missiles balistiques et de croisières, des milices alliées à travers tout le Moyen-Orient. Attaquer l'Iran déclencherait un conflit régional dont personne ne peut prédire l'issue finale. Les scénarios d'escalade sont terrifiants. Imaginons que Trump ordonne des frappes massives contre les installations nucléaires iraniennes. Les bombardiers B-2 décollent, escortés par des F-18 du Ford et de l'Abraham Lincoln. Ils pénètrent l'espace aérien iranien, larguent leurs bombes anti-bunker. Certains sites sont détruits, d'autres endommagés. Mais l'Iran riposte immédiatement. Des centaines de missiles balistiques sont tirés contre les bases américaines au Qatar, à Bahreïn, en Irak. Les défenses antimissiles interceptent certains, mais pas tous. Des dizaines de missiles frappent leurs cibles. Des soldats américains sont tués. Les installations pétrolières saoudiennes et émiraties sont bombardées. Le Hezbollah lance 3000 roquettes contre Israël en une seule journée. Israël riposte en bombardant le Liban. Les milices chiites en Irak attaquent l'ambassade américaine à Bagdad. Les Houthis tirent des missiles contre des navires dans la mer Rouge et contre des cibles en Arabie saoudite. Et bien sûr, l'Iran ferme le détroit d'Ormuz. Des mines sont déployées pendant la nuit. Des missiles anti-navires coulent 2 pétroliers géants. Le prix du pétrole atteint 250 $ le baril. Les marchés financiers mondiaux s'effondrent. L'économie mondiale entre en récession profonde. Washington est alors face à un choix impossible. Intensifier les frappes pour forcer l'Iran à capituler, ce qui signifie potentiellement des semaines de bombardements massifs et peut-être même une invasion terrestre nécessitant des centaines de milliers de soldats. Ou accepter un cessez-le-feu qui permettrait à l'Iran de prétendre avoir résisté à la superpuissance américaine, ce qui serait une humiliation pour Trump. C'est ce scénario cauchemardesque que tout le monde veut éviter. Mais paradoxalement, les actions même destinées à dissuader le conflit, comme envoyer un 2e porte-avions, augmentent le risque d'escalade accidentelle. Avec autant de forces militaires concentrées dans un espace restreint, les probabilités d'incidents sont élevées. Nous l'avons vu cette semaine même. Un drone iranien, Shahed 139, s'est approché du groupe aéronaval de l'Abraham Lincoln dans la mer d'Arabie. Un chasseur F-35 l'a abattu. Simultanément, des vedettes rapides armées du corps des gardiens de la Révolution ont tenté d'arrêter un pétrolier battant pavillon américain dans le détroit d'Ormuz. Ces incidents n'ont pas dégénéré, mais ils auraient pu. Un malentendu, un tir nerveux, et soudain nous sommes en guerre sans que personne ne l'ait vraiment voulu. Le Parlement iranien a voté en juin dernier pour la fermeture du détroit d'Ormuz après les frappes américaines contre les sites nucléaires, mais la décision finale nécessite l'approbation du Conseil suprême de sécurité nationale et du guide suprême Ali Khamenei. Khamenei a retenu cette option à l'époque, probablement parce qu'il comprenait que fermer Ormuz aurait des conséquences catastrophiques pour l'Iran elle-même. Environ 80% du commerce extérieur iranien, pétrole et non-pétrole, transite par les ports du Golfe Persique. Fermer Ormuz paralyserait l'économie iranienne autant que l'économie mondiale.
Mais si l'Iran fait face à une menace existentielle, si Téhéran conclut que Washington veut détruire le régime quoi qu'il arrive, alors Khamenei pourrait décider que fermer Hormuz est la seule carte qui reste à jouer. Une option nucléaire économique destinée à infliger un maximum de douleur à l'Occident et à forcer la Chine et d'autres pays asiatiques à intervenir diplomatiquement pour arrêter la guerre. Parce que voilà l'ironie. Fermer Hormuz ferait plus de mal à la Chine qu'aux États-Unis ou à l'Europe. Pékin importe 5 millions de barils par jour via ce détroit. L'économie chinoise s'effondrerait sans cet approvisionnement. Donc, paradoxalement, l'Iran utiliserait la dépendance énergétique de la Chine comme levier pour forcer Pékin à faire pression sur Washington pour un cessez-le-feu. Nous sommes donc dans une situation extraordinairement complexe et dangereuse. Deux porte-avions américains dans le Golfe, l'Iran enrichissant de l'uranium à 60% et menaçant de fermer le détroit stratégique le plus important du monde. Des négociations qui tournent en rond. Trump qui parle de deals tout en préparant la guerre. Un régime iranien qui refuse de plier, même face à une pression militaire écrasante. Les prochains jours seront absolument cruciaux. Le Ford arrivera dans la région d'ici une semaine. À ce moment-là, Washington aura la capacité opérationnelle de lancer une campagne aérienne soutenue contre l'Iran. La question est de savoir si Trump donnera l'ordre ou s'il continuera à utiliser cette menace comme moyen de pression dans les négociations. L'histoire nous enseigne que quand deux adversaires s'affrontent avec des positions inconciliables et une puissance militaire massive concentrée dans un espace restreint, les accidents arrivent. Les guerres commencent souvent non par des décisions calculées, mais par des escalades incontrôlées. Un incident mineur devient une crise majeure, devient un conflit total. C'est exactement où nous en sommes aujourd'hui. Le monde retient son souffle en regardant le USS Gerald R. Ford naviguer vers le golfe Persique, sachant que son arrivée pourrait marquer le début de la guerre la plus dévastatrice au Moyen-Orient depuis des décennies. Une guerre qui n'aurait pas de gagnant, seulement des degrés différents de catastrophe pour toutes les parties impliquées et pour l'économie mondiale dans son ensemble.